d'une certaine manière, même si je peux me projeter à 10 000 km de là à travers les réseaux sociaux. Et là, il y a avec nous des personnes qui sont dans tel ou tel pays d'Afrique, des personnes qui sont en Asie, des personnes qui sont au Canada. Enfin voilà, on a beaucoup de gens qui sont connectés un peu partout, mais en même temps, on a besoin de s'accrocher aussi à un territoire. Et du coup, je vais demander, donc avec nous, il y a Majid El Jaroudi, qui est le délégué général d'Active, qui lui s'est intéressé à comment on renforce la diversité entrepreneuriale sur un territoire, en particulier sur les banlieues, mais ça peut être aussi sur la question des provinces éloignées. Yann Lasnier, qui est directeur général, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Donc là aussi, Petits Frères des Pauvres, c'est comment s'organisent sur des lieux de vie des solidarités, des accompagnements entre les plus âgés en fragilité et puis des bénévoles. Et puis Geneviève Menarino, qui est vice-présidente du département du Nord, qui elle aussi a mené des actions de solidarité et qui fédère d'une certaine manière tous ces enjeux-là. Donc on trouvait intéressant 3 regards qui vont, je dirais, dans le même chemin, mais avec leurs particularités. Et peut-être, on va peut-être démarrer avec Majid, si l'on est d'accord, sur qu'il raconte un peu d'où ça vient, ce projet, et comment ça marche très concrètement, puisqu'une fois encore, on est dans un moment, là, toute cette journée, c'est finalement de picorer comme ça, dans ce moment de transition, et de picorer à la fois de la réflexion, mais aussi de l'action, comment très concrètement, ça a été dit dans la table ronde précédente, comment au-delà du théorique, et il en faut, au-delà de l'intellectuel, et il en faut, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais en même temps, comment concrètement ça se met en place. Magid, on vous écoute. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Et j'apprécie la qualité des échanges, j'écoutais un peu ce matin, c'était intéressant. Donc moi je suis le fondateur de l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Je vais vous faire l'histoire assez courte, le plus court possible, mais grosso modo, tout ça c'est parti début des années 2000 avec certains amis entrepreneurs comme moi. On s'est rendu compte qu'il y avait un dynamisme entrepreneurial qui était très fort dans les quartiers dits sensibles. Et comme on était jeunes et qu'on était entrepreneurs, on avait beaucoup de demandes de la part de jeunes qui venaient de ces territoires, qui venaient nous demander des conseils un petit peu pour savoir comment créer une entreprise. Hein. Je parle du début des années 2000, l'entrepreneuriat, c'était pas tout à fait à la mode encore, pas comme aujourd'hui. Et entre-temps, les émeutes éclatent en 2005, et donc les pouvoirs publics et les grandes entreprises se rendent compte qu'il y a des gens qui vivent dans ces quartiers, et tout le monde veut participer à la rénovation de ces territoires. Donc beaucoup viennent nous voir en disant vous soutenez des entrepreneurs, de quelle manière on peut participer. Et alors on a pas mal phosphoré, et puis l'idée de l'ADIV est arrivée en se disant écoutez, si vous voulez soutenir l'entrepreneuriat dans ces territoires, le mieux c'est de leur acheter des prestations. Voilà, c'est tout simple en fait. Donc vous êtes une grande entreprise qui est implantée dans le territoire, qui peut être implantée à Saint-Denis par exemple, à La Plaine, à Pantin, ou même à la Défense, mais c'est pas grave parce qu'il y a des quartiers aussi aux alentours. Peut-être que ce serait intéressant d'aller identifier des prestataires ou des fournisseurs qui sont installés dans votre bassin d'emploi. Ce faisant, il y a deux impacts directs. Premier, vous remplissez un acte d'achat, un achat dont vous avez besoin, une prestation, un service. De toute façon, vous allez l'acheter. Donc, très souvent, les entrepreneurs qui sont installés dans ces territoires sont compétitifs et sont très réactifs. Et de deux, vous allez contribuer au développement d'activités, au maintien de l'activité économique sur ces territoires, et ces activités-là, elles vont générer de l'emploi sur les territoires où il y a le moins d'emplois, justement. Donc, ça va créer de l'emploi au niveau local. Parce que vous imaginez bien, un entrepreneur qui s'installe dans un territoire sensible, il n'a pas vocation à déménager tout de suite, il veut contribuer au développement économique du territoire. Et donc on a participé au lancement de la notion des achats responsables. Alors, nous, c'est orienté quartier. C'est pour maintenir l'activité, c'est pour créer de la richesse, c'est pour créer de l'emploi au niveau local. Après, il y a d'autres aspects des achats responsables. Et voilà, donc on a réussi à convaincre plusieurs entreprises à jouer le jeu. Hein. On s'est très, très largement inspiré de la politique américaine en faveur des minorités, puisque dans le cadre du Small Business Act, donc les marchés qui sont réservés aux PME américaines, il y a un sous-ensemble qui s'appelle le Minority Business Act, qui est à destination des entrepreneurs issus de minorités, justement pour permettre l'émergence d'une génération issue de la diversité, d'une génération d'entrepreneurs issus de la diversité aux États-Unis. Donc, on a étudié leur modèle. Je me suis rendu à plusieurs reprises aux États-Unis pour rencontrer l'administration américaine. Et on l'a adapté au contexte français. Donc, le contexte français, ce n'est pas l'origine, c'est le territoire.
ce qui va très bien aussi, puisque c'est dans les territoires qu'on concentre les plus grandes difficultés. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti rencontrer des services achats multinationales. J'ai collecté les besoins à court et à moyen terme et on est parti faire du sourcing d'entrepreneurs au niveau local pour répondre aux besoins de ces grandes entreprises. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément évident pour des petites entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des grandes entreprises, qui ne connaissent pas forcément les process, les degrés d'exigence, etc. On s'est rendu compte que la mise en relation uniquement ne suffisait pas. Et donc, avec un certain nombre de grandes entreprises, donc KPMG, Accenture, enfin, pas mal de cabinets de conseil, on a décidé de mettre en place des programmes de montée en compétences pour les entrepreneurs, pour qu'ils soient au niveau au moment de collaborer avec les grands comptes. Et donc, parallèlement à la mise en relation, donc, on a fait des programmes de remise à niveau. Alors, on a mené une expérimentation en Île-de-France. C'est un programme qui a duré 3 ans, qui s'appelait Créarif Développement, qui était piloté avec... donc, on avait associé les pouvoirs publics cette fois-ci, hein. Même si nous, à l'origine, on était une initiative privée. On a associé les pouvoirs publics en 2014. Donc, la région Île-de-France, la Caisse des dépôts, la Directe et la DRJSS, donc c'est la jeunesse, cohésion sociale et jeunesse et sport. Et on a accompagné comme ça une centaine des cohortes d'entrepreneurs, donc une centaine d'entrepreneurs par an, sur un accompagnement un peu dense, jusqu'à la mise en relation business avec des donneurs d'ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que à terme, même les acheteurs publics ont participé à notre initiative, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un levier, que c'était dans l'ADN de l'État de participer au développement du territoire, forcément. Et donc, les acheteurs publics se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans des territoires difficiles, qui ne candidataient pas au marché public parce que, par méconnaissance, parce que c'est chronophage, parce que c'est compliqué. Et donc, ils sont venus aussi pour faire des masterclass et expliquer un petit peu comment faire. Donc, on a réussi à faire se parler des univers qui somme toute, communiquaient pas bien alors qu'ils étaient à proximité, des grandes entreprises qui sont installées sur des territoires, des petits entrepreneurs pour qui c'est vraiment incroyable d'avoir l'opportunité de collaborer avec un Total, avec un Airbus, avec un EDF, machin. Donc c'était assez incroyable. Et il y a une externalité positive, c'est que on demandait aussi aux collaborateurs de ces entreprises de venir rencontrer les entrepreneurs pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, alors dans le cadre de politique de mécénat de compétences. Et donc, on a permis de jeter de casser pas mal d'idées reçues sur c'est quoi les banlieues, c'est quoi l'entrepreneuriat dans les quartiers. En fait, ce sont des entrepreneurs comme les autres, qui sont aussi efficaces que les autres. Tous les métiers sont représentés, donc tous les besoins d'une grande entreprise peuvent être remplis. Et en achetant cette presta, on maintient de l'emploi, on crée de l'emploi. En créant de l'emploi, on crée de l'activité, on crée de l'attractivité sur le territoire, on crée de la sécurité, on crée du bien-être, on crée des rôles modèles. Et donc, il y a toute une chaîne de solidarité qui se met en place uniquement parce qu'on a acheté une prestation. Je fais souvent le parallèle avec le boulanger. Quand on va acheter sa baguette, on sait chez qui on va l'acheter, on l'achète toujours chez la même personne, on connaît son boulanger, on connaît ses enfants, on sait qu'on participe à son développement, à sa vie, et on le fait parce qu'on l'apprécie, parce qu'on apprécie son travail. Là, c'est pareil, quand on est dans le B2B, jusqu'à présent, les grandes entreprises ne connaissaient pas le phénomène d'entrepreneuriat dans les quartiers. Là, ils ont rencontré les entrepreneurs, ils se sont rendus compte que souvent, ils avaient des parcours un peu similaires, parce que en moyenne, nos entrepreneurs, plus de 80% de nos entrepreneurs qu'on accompagne et qu'on met en relation avec des grands comptes, ont Bac plus 4. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont très diplômés. Certains sont passés par des écoles de commerce et ils ont cet acte militant d'aller s'installer dans un territoire en difficulté parce qu'ils veulent participer à leur échelle à la création de richesses. J'en ai beaucoup qui sont installés en Seine-Saint-Denis. Alors, il y a un phénomène d'immobilier d'entreprise qui est attractif, évidemment, donc c'est moins cher, mais il y en a énormément, qui se disent de quelle manière, moi, je peux participer aussi à la reconquête économique de ces territoires. Je le fais en m'installant sur le territoire et en créant de l'emploi. Pas parce que je serai exonéré de charges, c'est pas les zones franches qui attirent le plus, mais c'est vraiment ce dynamisme-là, la proximité de la main-d'œuvre. Donc voilà. Donc ça fait 10 ans, qu'on fait ça, qu'on fait ces mises en relation. Aujourd'hui,
Notre modèle fonctionne, donc on participe à des programmes européens pour le dupliquer sur d'autres territoires. On a été sollicité par le Pays Basque, par l'Italie, le sud de l'Italie, qui connaissent des problématiques un peu différentes. C'est plutôt la problématique des migrants entrepreneurs. On le fait avec les chambres de commerce de Milan, on travaille avec la ville de Munich, on travaille avec beaucoup d'entités un peu partout en Europe et on fait du transfert de compétences. Et on déploie aujourd'hui toute une ingénierie de projets, de programmes à destination d'autres collectivités hors de l'Île-de-France qui souhaitent mettre en place des initiatives similaires. Et donc, on a lancé un programme qui est un petit peu différent à Poitiers. Alors, à Poitiers, il n'y a pas de grandes entreprises, donc on amène les entrepreneurs qui sont installés dans les quartiers à collaborer les uns avec les autres. Donc, on crée de la solidarité les uns avec les autres. Et on le fait aussi dans la région d'Occitanie, à la demande de la ville de Montpellier. Et donc, on travaille sur le quartier de la Mousson, de la Paillade, pour ceux qui connaissent. Et donc l'idée, c'est de permettre à ces entrepreneurs-là de connecter avec les grands donneurs d'ordre du territoire. C'est très drôle parce que j'étais avec le groupe Nicolas ce matin, qui est l'entreprise emblématique de Montpellier sur les déchets, et qui me disait qu'ils avaient beaucoup de difficultés à sourcer des entrepreneurs, et je leur dis justement c'est notre valeur ajoutée. Donc cette mise en relation qualifiée, c'est ce qu'on apporte pour faciliter la collaboration inter-entreprise sur des territoires en difficulté. Merci beaucoup, c'est extrêmement large. On voit bien d'ailleurs en tout temps, je me disais, mais finalement, ça change aussi le regard dans les deux sens. Oui. Le regard des grandes entreprises, mais aussi le regard de ces entrepreneurs. Alors bien sûr, il y avait un phénomène d'autocensure. Quand on est un petit entrepreneur, on ne se dit pas naturellement, tiens, je vais démarcher L'Oréal parce que peut-être qu'ils ont besoin d'un site internet ou d'une plaquette. On n'y pense pas naturellement. Et donc nous, on casse les idées reçues, on leur dit, mais si c'est possible, d'ailleurs, je vais présenter le donneur d'ordre chez L'Oréal et vous allez voir ce que vous pouvez faire ensemble. Ce qui est le plus important, c'est comme, je vais faire un parallèle avec, puisqu'on a pas mal d'étudiants qui sont avec nous, le plus important, c'est la rencontre. Quand un étudiant cherche un stage ou un emploi, il envoie son CV, il espère une seule chose, c'est avoir un entretien. Et alors, pour avoir été étudiant, et ça je sais, et quand on est issu de minorité, parce que ça il faut en parler aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est quelquefois plus difficile parce qu'il y a des biais, tout le monde a des biais, donc tout le monde discrimine d'une manière ou d'une autre. Le fait d'avoir cet entretien, on sait qu'on va se donner à 100%. Et c'est un peu ce qu'on fait, on permet à l'entretien, on permet à l'entrepreneur d'avoir cet entretien où il va pouvoir démontrer sa compétence. J'aime à dire qu'on est un peu un cabinet de chasseurs de tête, mais pour les entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qu'on arrive à placer, et c'est des entrepreneurs qui ont la niaque, qui ont vraiment envie de développer leur entreprise, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Ils ont vraiment ça à cœur, et quand il y a un contrat qui est signé, c'est vraiment une victoire à chaque fois. D'accord. C'est le mosaïque RH des entrepreneurs. On a partagé des locaux ensemble pendant presque 6 ans, donc. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Merci beaucoup. On voit derrière cette notion d'impact dont on parlait tout à l'heure. Là, elle est extrêmement concrète. Alors, on continue sur ces questions-là, comme ça. J'ai demandé à Yann, donc qui est sur autre chose, les petits frères des pauvres, mais il y a à nouveau cette question accompagnement, solidarité, changement de regard sur un territoire. Yann, si tu veux bien prendre la suite. Oui, bonjour Serge, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon? Oui. Eh ben, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Majid. On s'est vu il y a quelques années maintenant, parce que pour tout vous dire, je suis un très jeune petit frère des pauvres. J'ai commencé mon parcours dans cette belle association il y a 3 mois maintenant, et j'étais dans un autre champ auparavant, ce qui m'a permis de rencontrer d'ailleurs Serge et Majid, et j'ai reconnu pas mal de noms parmi les participants. Alors, les petits frères des pauvres, vous connaissez certainement notre nom. C'est une association qui a maintenant 74 ans d'existence et dont l'objet est de lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Alors, une personne âgée aux petits frères des pauvres, selon les départements ou les pôles que je vais détailler un petit peu plus, on parle de
au-delà de 50 ans. Vous voyez, on commence jeune, mais vous savez, l'âge, y compris dans le champ de l'entreprise, c'est pas Majid qui me contredira. Ça peut même commencer avant 50 ans. Et même dans certaines startups, on peut être senior à 30 ans. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. L'isolement social est un sujet extrêmement sérieux, prenant, lourd, et en même temps un sujet sur lequel nos sociétés, qui sont pourtant en ce moment promptes à se trouver une discrimination nouvelle tous les matins, on a sur cette question de l'isolement social encore beaucoup de pudeur. Je vais vous citer simplement quelques chiffres aussi pour vous sensibiliser à ces questions. Nous avons en France, sur 67 millions d'habitants, 1 million de personnes qu'on va considérer comme complètement isolées. Et parmi ce million de personnes, 300 000 sont en situation de ce que, au Petit Frère, dans les rapports annuels, nous qualifions de mort sociale, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucun contact avec personne. Vous imaginez, c'est la ville de Nantes sans son agglomération. C'est l'équivalent d'une petite métropole française, 300 000 personnes aujourd'hui. 300 000, c'est beaucoup, mais si je vous dis que plus de 3 millions de personnes sont en situation de souffrance relationnelle, toujours dans les plus âgés, parce que je ne prétends pas que l'isolement ne concerne que les plus âgés de nos sociétés. On sait qu'à d'autres moments de la vie, il peut y avoir des problématiques de ce type, et le confinement l'a montré. Nous avons des personnes en risque sur ces questions d'isolement de manière extrêmement forte. Et puis, je vous citerai encore deux autres chiffres qui sont là, les mesures que nous avons faites, notamment pendant le confinement. 700 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement. Et 650 000 personnes n'ont eu aucun confident pendant le confinement. 650 000 personnes âgées. Donc vous voyez l'ampleur du drame social que constitue l'isolement, et même si ce sont des travaux qui sont encore très peu documentés, l'université s'intéresse encore peu à ces questions de l'isolement. Le lien entre l'isolement et l'arrivée de la dépendance, le lien entre l'isolement et les maladies neurodégénératives, Alzheimer pour faire un petit raccourci, est vraiment quelque chose qui semble assez évident. Et la lutte contre l'isolement social peut être à la fois aujourd'hui un vecteur de vitalité des territoires, mais aussi un vecteur de fabrication de coûts évités si on se place dans une logique économique, puisqu'en luttant contre l'isolement, on va aussi éviter à la puissance publique de supporter les coûts liés notamment à la gestion de la dépendance, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Les Petits Frères des Pauvres, c'est d'abord une association de bénévoles. Ils sont un tout petit peu moins de 14 000 aujourd'hui à agir au quotidien pour accompagner des personnes Alors, la promesse des Petits Frères un peu historique, c'est quand on prend en charge une personne, on l'accompagne jusqu'au bout. Donc, ce sont des bénévolats qui s'inscrivent dans le long terme. Et moi, arrivant d'un autre champ associatif avec un œil neuf, je suis à la fois béat d'admiration devant des gens dont je découvre des trésors de générosité, d'engagement sur le long terme. Et en même temps, j'ai forcément en tête tout ce que j'ai pu lire, travailler dans d'autres champs sur la société liquide, l'engagement post-it, la capacité que la naissance d'autres formes d'engagement, y compris autour du volontariat européen ou pas, des services civiques, qui peuvent être beaucoup plus resserrés dans le temps et qui nécessitent absolument une autre approche. Et moi, l'un de mes enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver à modifier les approches pour que justement l'engagement de la société tel qu'il s'écrit aujourd'hui en quelque sorte puisse correspondre avec que nos offres de mode d'engagement puissent correspondre aux besoins tant de la société qu'aux désirs des gens qui souhaitent s'engager aujourd'hui. Et là, il y a une équation qui est passionnante à résoudre, c'est-à-dire comment on crée un parcours d'engagement, et surtout comment on va prendre le territoire
comme bon outil, parce que je pense vraiment que cette question de l'isolement social qui intéresse assez peu, je viens du champ socio-culturel, vous savez, les centres sociaux, les centres d'animation, et en fin de compte, dans l'analyse d'un territoire, quand vous pratiquez sur ce champ-là, vous êtes amené à considérer à un moment la question des personnes âgées, mais elle n'est pas l'épicentre de votre action. En général, l'épicentre, c'est plutôt l'enfance et la jeunesse. Donc, on a un très très gros travail pour insérer la question de l'âge dans des écosystèmes d'acteurs territoriaux. Ça, je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'important à faire sur ces questions-là. Et puis, réfléchir comment on peut le faire sur les questions économiques ou dans l'économie sociale, quoi. C'est comment on crée un écosystème autour de personnes isolées pour justement contribuer à rompre leur isolement, mais avec peut-être, et ça c'est la différence avec l'action un peu historique et traditionnelle des petits frères, avec peut-être un écosystème d'acteurs qu'on est en capacité de mobiliser auprès de là ou ou des personnes à accompagner. Et puis enfin, troisième point que je voulais partager avec vous, nous aurons, je crois, une élue locale qui prendra la parole à la suite de mon intervention. Nous avons au plan communal et intercommunal des élus tout neufs, puisqu'ils se sont installés cet été, au mois de juillet. Et ces questions, je vous raconte l'anecdote, quand j'ai contacté l'Association des maires de France pour savoir quelle était la personne référente sur les questions seniors, âge, etc., je me suis aperçu que, alors que je viens d'un champ où ces choses-là sont assez calées, la petite enfance, l'enfance, etc., que ce sujet était encore un petit peu plastique, pour ne pas dire, hein, enfin, il n'était pas véritablement travaillé. Et je crois vraiment qu'on a un travail de sensibilisation des élus locaux pour les aider à construire les politiques de la longévité d'aujourd'hui et de demain, qui participent de la gestion de l'isolement sur un territoire et de la résolution de ces problématiques d'isolement. Mais c'est un petit peu moi la troisième mission que je m'assigne dans ce mandat aux petits frères des pauvres. C'est comment aujourd'hui on arrive à sensibiliser l'opinion, un petit peu plus spécifiquement les acteurs locaux et notamment les élus à ces questions, parce que je ne vais pas trop parler, mais comme Majid, je pense qu'effectivement, il y a une capacité de résolution des problématiques des territoires en luttant spécifiquement contre ce mal-là. Voilà Serge, ce que je peux dire dans un premier temps. Je crois que ton micro est fermé, Serge. Oui, j'ai un petit problème de... merci beaucoup, et évidemment... je buvais du petit lait sur la question des représentations et de l'indifférence à la question de l'âge. C'est pas vendeur. Il y a finalement une école comme l'ITSEC où je peux défendre justement, y compris auprès des étudiants, ces enjeux-là qui sont des enjeux majeurs. Et je rappelle d'ailleurs aux étudiants qu'un jour ils seront vieux eux-mêmes. Donc ça fait aussi partie de ce que j'appelle l'égoïsme solidaire. On a intérêt à s'en préoccuper parce qu'un jour on sera rattrapé par la patrouille. Mais voilà, en tout cas, on a vu deux exemples très très différents. Mais n'empêche que à chaque fois, c'est aussi la question de la proximité, c'est aussi la question du territoire et c'est aussi la question du maillage justement sur ces deux éléments-là où ça fonctionne. Et avec Geneviève Manarino, qui est vice-présidente du département du Nord, qui s'est occupée justement, qui se charge de toute l'action sociale et qui est aussi à l'Association des départements de France, où alors là, pour le coup, les questions du vieillissement sont connues. Voilà. Et donc, pareil, Geneviève, si vous voulez bien expliciter la démarche que vous avez impulsée dans le département, où encore une fois, on retrouve ces questions de proximité, on retrouve ces questions de territoire, et sacrément, on retrouve ces questions de solidarité. Avec beaucoup de plaisir, merci beaucoup de m'accueillir. Donc moi, je viens juste de vous rejoindre parce que j'étais sur une autre réunion avec les services du département. Mais j'ai bien compris qu'il y avait eu beaucoup d'interventions fortement intéressantes. Je suis donc en charge des politiques de l'autonomie au sein du département du Nord et je siège aussi à la CNSA. Donc, ces politiques dont vous venez d'exprimer d'ailleurs plein d'interrogations sur comment on identifie les politiques de l'âge, je baigne dedans et avec beaucoup de détermination pour ne pas vous
le cacher. Moi, je vais vous parler du verre à moitié plein. Je vais effectivement faire une référence au contexte actuel hein, de cette crise sanitaire qui a bousculé finalement tous nos acquis et puis qui nous interroge pour la suite, mais qui aussi a révélé finalement un élan de générosité dont on n'avait pas forcément eu vent, ou parce qu'on l'ignorait, ou parce qu'on ne voulait pas le voir. Et cet élan de générosité, il est parti des citoyens d'abord aussi, avec beaucoup d'interrogations dans les territoires et au niveau du département du Nord comme dans d'autres départements. Nous l'avons vraiment identifié. Donc, quelque part, ça a été peut-être aussi un catalyseur. Les gens se sont sûrement interrogés sur ce qu'ils vivaient là, soit parce qu'ils étaient concernés, soit parce que le voisin était concerné ou la famille, etc. Et s'est posé la question des solidarités de proximité très vite. Et nous avons eu de belles histoires, et nous en avons encore dans les départements, qui nous font dire que la collectivité territoriale que je représente ne doit pas être la seule à accompagner les citoyens dans leur parcours, le parcours de vie. Et donc, ces initiatives citoyennes, nous avons fait le choix de les valoriser, alors au sein du département du Nord, mais pas que, puisqu'il y a à peu près près de 25 départements qui se sont engagés maintenant pour porter ces solidarités citoyennes, les mettre en avant, en lien avec une association que vous connaissez sûrement, c'est l'association des voisins solidaires, Fête des voisins par exemple, mais c'est aussi en lien avec d'autres acteurs de territoire qui finalement sont aussi en première ligne dans les réponses à donner et qui sont dans la vie quotidienne des gens, et on les connaît tous, hein. Ça va du commerçant au pharmacien en passant par le médecin. Donc, à partir de là, moi, je me suis beaucoup interrogée sur la place des élus. C'est vrai que quand vous dites que les politiques de l'âge, moi j'ai été adjointe dans ma ville en charge de la petite enfance, et je trouvais, et en comparaison avec ce que je vis maintenant, je trouvais qu'effectivement la politique de la petite enfance était un service public connu et reconnu, que la politique autour de la personne âgée ou des seniors, etc., ce sont plus des réponses à des parcours qu'une anticipation sur le besoin de ces personnes-là, et surtout sur la reconnaissance de l'utilité encore de ces personnes qui sont en capacité de transmettre. Donc, je me suis beaucoup interrogée sur ces initiatives citoyennes en me disant qu'il ne faut surtout pas gâcher une crise. Effectivement, c'est catastrophique. Voilà, on est dans des situations extrêmement dures et des situations d'isolement, mais aussi économiques, etc. Mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité de rebondir, et c'est dans ce sens-là que j'accompagne la politique du département. Je pense qu'il y a une première question qu'on peut se poser, c'est peut-être identifier la frontière de nos actions et en même temps la rendre très souple, parce qu'on ne peut accompagner l'action sociale et les solidarités de proximité que si on le fait ensemble. Et c'est bien là où c'est très complexe. Parce que d'une élue locale, en passant par un élu d'une autre collectivité, avec une association, avec l'agence régionale de santé, etc., chacun y va de son savoir-faire, et très peu souvent, on s'interroge sur la façon dont on est en capacité de faire ensemble. Donc ça, je crois que notre frontière de l'utilité de notre action, il faut qu'elle soit très malléable pour qu'elle puisse intégrer et mettre finalement du sens et conforter les objectifs communs que nous avons de toute façon, c'est d'accompagner les personnes. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a ciblé sur un territoire des besoins et la façon dont on va y répondre, il faut très vite éviter de se disperser. Parce que, vous le savez tout aussi bien que moi, je ne vais pas dire tous les jours, mais parfois j'ai envie de le dire quand même, on nous met un nouveau dispositif et on nous dit, ben voilà, il y a ça arrive, il va falloir faire avec. Mais on oublie que les personnes qui vivent dans une maison, dans un village isolé, les dispositifs, c'est déjà pas un terme qu'ils connaissent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une visibilité et une lisibilité des réponses. Donc, la deuxième vraiment action qu'il faut qu'on porte, c'est éviter finalement de disperser, de créer des dispositifs. Et en France, on sait très bien faire. Hein.
Je peux vous assurer qu'actuellement, je ne sais pas si l'ARS m'écoute, est présente ici, je ne sais pas, mais quand on nous annonce les DAC, voilà, donc déjà il faut trouver ce que ça veut dire, ces dispositifs d'accompagnement, de concertation, etc., et qu'on va nous dire la personne âgée, elle va avoir affaire au DAC, c'est encore pire que quand on lui dit il faut aller voir le CLIC. Enfin voilà, je vous dis ça parce que c'est un peu du chinois qu'il m'a fallu quelques mois pour intégrer, et je peux vous en citer des milliers comme ça. Donc attention de ne pas disperser les dispositifs et de garder comme objectif la lisibilité. Après, je pense que on a un vrai sujet sur les territoires, c'est de limiter les fractures et les inégalités. Et on le sait très bien au niveau des départements de France, chaque département porte sa politique, mais en même temps, on doit se dire que la personne âgée ou la personne vivant avec un handicap qui habite dans notre pays, elle doit avoir accès de la même façon que si on habite au nord ou au sud. Enfin, voilà. Et ça, c'est extrêmement complexe. Et on a beau essayer de faire des propositions, on reviendra toujours sur « Ah oui, mais moi, je sais faire, c'est comme ça que ça se passe chez moi et c'est comme ça qu'on l'organise. » Mais on voit de plus en plus ces fractures et ces inégalités et le manque d'équité territoriale un peu, et je ne condamne pas ça, simplement je dis que le juste équilibre, c'est extrêmement complexe à trouver. Alors dans cette réflexion-là, bien évidemment, il y a des perspectives d'action, hein, on ne va pas non plus dire qu'on ne peut rien faire, etc. Je pense qu'une des philosophies, en tous les cas que je porte et qui est portée par beaucoup d'élus, c'est le aller vers. Je ne sais pas, mais parfois quand je me projette, enfin je me projette pas, je reviens en arrière et que j'ai commencé à être élue ou engagée dans des associations, le discours qui était tenu, c'était de se dire il faut que les personnes elles puissent être mobiles, il faut qu'elles viennent là pour aller chercher, etc. Sauf que maintenant, la problématique de la mobilité, elle n'est plus du tout vécue de la même façon, puisqu'on est de plus en plus sur des territoires isolés et pas forcément des territoires ruraux. Et je crois beaucoup au aller vers. Le aller vers, c'est pas faire à la place de la personne, mais c'est être en capacité de répondre aux besoins des personnes là où elles se trouvent et de donner les moyens pour que ces personnes-là puissent avoir ces réponses. En partie, le aller vers, c'est en particulier vers les personnes qui sont fragilisées, bien évidemment. Et ce partenariat renforcé, il peut se faire avec des tas d'acteurs, alors les acteurs de l'action sociale, mais aussi ceux qui contribuent au quotidien des personnes. Et moi, j'ai beaucoup voulu insérer aussi, par exemple, les bailleurs, les personnes qui sont en charge de la mobilité des territoires, parce que le quotidien de la personne, c'est avoir une prestation du département. C'est aussi un écosystème qui est autour. Après, je pense qu'il faut qu'on actionne des réponses de proximité adaptées. Et ça appartient au territoire. Et c'est chaque territoire. Alors, quand j'exprime le mot territoire, c'est un département, mais ça peut être aussi un bassin de vie, et c'est surtout un bassin de vie, parce que chaque territoire a son identité propre, et c'est vraiment dans les actions de proximité qu'on peut porter ces politiques de proximité. Et puis après, je crois que ce qui me porte aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté l'inclusion et la solidarité. Et je le dis devant le représentant des petits frères des pauvres, puisque c'est quand même votre cheval de bataille. Mais quand on vous parle du mot inclusion, c'est maintenant devenu un mot valise et qui effraie un peu parce que finalement, on se dit, oui, je fais de l'inclusion, sans vraiment mesurer les impacts. Donc, on doit avoir une extrême vigilance à garder en tête que quand on parle d'autonomie, on va automatiquement parler de respect de la personne, de politique inclusive, de fluidité aussi de nos politiques et de solidarité. Et puis, dernier point très rapidement, il faut qu'on ait une certaine vigilance sur les méthodes. On ne peut plus être sur des méthodes descendantes, mais il faut qu'on soit vraiment sur des méthodes ascendantes. On va donner la parole à ces territoires, on va accompagner avec les politiques que nous maîtrisons les besoins des territoires, et c'est comme ça, de toute façon, je pense qu'on permettra
de vivre, de faciliter la vie des personnes les plus éloignées, parce que ça sera vraiment dans leur écosystème qu'on aura aussi trouvé les réponses. Voilà, je suis allée peut-être vite, mais je sais qu'il y a un petit temps qui est compté et que moi, je vous quitterai après pour rejoindre la réunion que j'ai laissée pour vous. Voilà. Merci beaucoup Geneviève, c'est sympa d'avoir. C'est le grand bonheur de ces systèmes de visio, c'est qu'on peut passer de l'une à l'autre, voire faire les deux à la fois. Voilà. Mais après, il y a le grand malheur, c'est évidemment qu'on se ressent pas tout à fait de la même manière et qu'il faut au moins, enfin, c'est mieux quand on s'est au moins connu auparavant. Merci de ces explications, de cette démarche, cette notion d'aller vers. Je dis souvent que finalement, avec le digital, on finit par penser que justement en éloignement et que finalement, il faut de temps en temps penser avec les pieds, c'est-à-dire à quelle distance on est de l'autre et comment on se rapproche de l'autre en question. Et puis ces questions, bien sûr, de ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que sortir de ces logiques où je vais faire pour passer dans des logiques où je vais faire avec, quoi. Les gens enfin, souvent il y a une espèce un peu d'infantilisation. Alors vis-à-vis des plus âgés, c'est sans doute ce qu'il y a de pire. On va leur expliquer à quel âge ils doivent sortir de chez eux et ainsi de suite. Mais qu'il y a quand même aussi cette tentation quand même d'infantiliser beaucoup et d'être un petit peu en surplomb. Et donc tout ce qui permet, et là aussi c'est sans doute plus on est dans la proximité, moins sans doute le surplomb est tenable d'une certaine manière. Et je me demandais à vous trois, peut-être en première question, c'est comment justement on a parlé de ces questions de solidarité, de territoire, c'est aussi des questions d'engagement. Comment on crée cet engagement, comment on le favorise, hein. Il y a un discours en disant chacun maintenant est dans l'individualisme et ainsi de suite, et en même temps on voit bien qu'il y a aussi plein de gens qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Magid tout à l'heure disait c'est aussi des gens dans les entreprises qui finalement découvrent d'autres personnes et qui du coup s'impliquent, s'engagent. Les 14 000 bénévoles, faut bien les trouver, hein, Yann, et puis il faut les renouveler. Et donc c'est un sacré enjeu aussi. Et puis Geneviève, pareil, comment sur un territoire, on fait en sorte que les gens ne sont pas que des consommateurs de services, que des consommateurs, y compris de social, mais aussi puissent, dans la mesure du possible, et avec toutes les difficultés de ces personnes-là, comment aussi elles sont autonomisées, comment elles sont impliquées et engagées. Voilà, donc à vous trois, c'est un petit peu ce même questionnement que je voudrais vous poser. Comment on fait pour mieux impliquer les personnes ? Je peux, Serge, si tu permets, commencer. Moi, la chose qui me frappe depuis mon arrivée au Petit Frère, c'est la diversité générationnelle des bénévoles qui sont ceux de l'association. Alors, ça ne vous étonnera pas, il y a un nombre conséquent, effectivement, de personnes retraitées, mais on pourrait penser que ces questions de l'âge, par proximité, intéressent plutôt des jeunes retraités. Et je m'aperçois que pas du tout. En fin de compte, dans les personnes qui nous rejoignent depuis notamment le premier confinement et qui s'engagent à nos côtés, je sens quelque chose que je dénonçais beaucoup quand j'œuvrais dans le champ de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, qui est l'assignation à résidence générationnelle. Et moi, j'en fais un véritable combat, c'est-à-dire que je suis un peu gavé, pour le dire un peu trivialement, par cette question des pères parfois, les jeunes pour parler aux jeunes, etc. Et on a beaucoup de témoignages. Si vous nous suivez sur Instagram, vous en retrouverez, parce qu'on a fait beaucoup de portraits dernièrement là-dessus, de jeunes qui disent « Moi, ça me fait du bien de parler à des gens qui sont absolument pas de ma génération. » J'ai l'impression que ça me fait grandir, mais au sens où je sors d'une espèce justement d'assignation à résidence générationnelle. C'est un vrai défi en même temps pour une association comme la nôtre, du fait de son histoire, de son âge, de pouvoir accueillir des gens dont l'engagement va être différent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en propos introductif, c'est-à-dire avec ce côté un petit peu post-it, en se disant, voilà, j'ai envie de m'engager pour les personnes âgées à un moment de ma vie. Vous dire pour autant que je vais vous faire une quasi-promesse ou des vœux en disant que je vais rester 30 ans ou 40 ans chez vous, là on sent que
on a à faire bouger, y compris des logiques internes, et il est nécessaire, et nous réfléchissons beaucoup à ça aujourd'hui, à créer, alors je ne sais pas si nos mots sont bien choisis, mais des premiers cercles, et des deuxièmes cercles, et des troisièmes cercles autour des personnes. Geneviève faisait référence à Voisins solidaires. L'épicentre aujourd'hui, pour nous, c'est plutôt au moins 2 bénévoles qui peuvent accompagner une personne sur le long terme. Et puis après, on a cette fabrication d'écosystèmes auquel je faisais référence tout à l'heure, qui peut avoir tout un tas de personnes qui, en fonction de leur disponibilité, de leurs envies, de leurs besoins et surtout des besoins de la personne, vont pouvoir se mettre au service, aller faire des courses, rendre une petite visite, passer un coup de téléphone de temps en temps, c'est-à-dire réintroduire un véritable cercle relationnel complexe, comme nous en avons tous, nous qui ne sommes pas des isolés autour de nous, avec des gens qui sont des amis, d'autres des copains, et d'autres encore des relations, ou des collègues quand on travaille. Et c'est toute la complexité de ce cercle-là qui doit, à mon sens, nous permettre demain de pouvoir intégrer des profils de bénévoles complètement différents. Et je pense qu'en termes d'empreinte du projet associatif, ce sera quelque chose de gagnant. Magid ou Geneviève? Oui, moi je réagirais juste déjà un point qui me semble essentiel, c'est qu'il faut qu'on redonne aux personnes âgées plus vulnérables une utilité citoyenne. Moi je suis convaincue aussi qu'on doit les emmener et pas forcément voilà, les laisser là où elles sont et voilà, et se dire qu'elles n'ont plus rien. Voilà, cette utilité citoyenne, je pense qu'elle va créer des nouveaux viviers. Puis le deuxième, à titre d'exemple, donc avec l'association Voisins solidaires, mais aussi avec les départements de France, nous lançons ce qu'on appelle l'heure civique, donc l'heurecivique.fr, c'est-à-dire chacun qui peut donner 60 minutes de son temps ou 1 heure de son temps voilà, pour son voisin, sa voisine ou quelqu'un de sa famille, etc. Et se pose la question de la reconnaissance de ces actions-là, c'est-à-dire que le citoyen qui parfois, enfin, on va le critiquer parce que voilà, il n'est pas capable il manifeste, il râle, etc. Mais le citoyen est aussi capable de mener des actions de solidarité. Et cette heure civique, c'est un véritable engagement bénévole. On se rejoint, Yann, aussi sur ce sujet-là. C'est une initiative qui me semble indispensable aussi, qui existe parce que chacun fait en général voilà, une petite action, mais qui doit être valorisée et peut-être intégrée de façon beaucoup plus institutionnelle, entre guillemets, dans nos territoires pour vraiment la rendre on va dire, plus crédible, en tous les cas plus utile. J'ai juste une question, moi, parce que depuis tout à l'heure, la vue derrière Yann, c'est un poster ou c'est vraiment la vue de Paris? Parce que je trouve ça assez extraordinaire. Je sais pas. Alors, c'est une photo que j'ai prise lors d'un rendez-vous d'il y a quelques mois au 42e étage de la tour Montparnasse, mais voilà, c'est pas la vue de mon bureau. C'est formidable. Moi, c'est la petite parenthèse. Mais c'est bien, ça sert aussi à cela. Et donc, Yann est prêt à faire des agrandissements et à vous en offrir un, hein, bien sûr. Volontiers. Voilà. C'est très beau. Ouais. Magid, alors pareil, même question, cette question de mobilisation. Je dirais aussi que, d'une certaine manière, on est en France, j'ai parfois l'impression de participer à une sorte de concours des victimes, quoi. Chacun veut être plus victime que l'autre. Cette question de mobilisation, c'est un peu pour inverser justement ces choses-là. Comment toi, de ton regard, comment on fait pour impliquer, pour engager, je dirais dans les deux sens? Alors, du côté des collaborateurs des grandes entreprises et des acheteurs, déjà, il y a un phénomène de curiosité qui s'opère assez rapidement et où les acheteurs se disent, mais attends, il y a peut-être un public qu'on ne connaît pas, avec lequel on pourrait collaborer. Bon, de toute façon, l'homme est un animal social, hein, donc rencontrer des gens, un acheteur en particulier, c'est vraiment son rôle, c'est dans sa nature. Donc, après, sur la mobilisation d'autres collaborateurs dans le cadre de programmes de montée en compétences, c'est souvent par curiosité de la trajectoire entrepreneuriale de la personne qu'il faut rencontrer. Souvent, quand on est collaborateur dans un grand groupe, on ne s'est pas lancé, mais on y pense, on pense à créer son entreprise un jour ou l'autre. Et le fait de venir rencontrer des entrepreneurs et valoriser sa propre compétence, un marketeur, par exemple, un communicant, quelqu'un des RH, quelqu'un des achats,
ben, je vais valoriser ma compétence en offrant du savoir-faire à quelqu'un qui va m'expliquer c'est quoi parcours entrepreneurial, c'est quoi être entrepreneur, et est-ce que c'est quelque chose dans lequel je me projette. Donc ça, il y a cet aspect-là. Après, du côté des entrepreneurs, j'ai constaté avec le temps qu'il y avait des dynamiques, territoriales. Alors je m'explique, j'arrive pas à me l'expliquer, mais sur certains territoires, ça a été le cas au Val-Fouré, par exemple, à Mantes-la-Jolie, ça a été le cas à Aulnay-sous-Bois, ça a été le cas à Trappes, à Garges, à Sarcelles. Enfin, sur certains territoires, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une émergence d'une génération d'entrepreneurs et il y a une émulation entre eux, et ça crée une vraie dynamique territoriale. Et donc, c'est très intéressant à analyser. Je n'ai pas toutes les clés encore aujourd'hui, mais je le constate vraiment. Alors que sur certains territoires, c'est plus difficile. Sur d'autres, il y a un premier entrepreneur qui a réussi, et il va susciter des vocations auprès d'autres. Et voilà, et ça fourmille, ça phosphore. Donc c'est plutôt ça que je constate. Et souvent, puisqu'on est avec une élue, souvent, il y a des politiques publiques locales qui permettent l'émergence de ces talents-là. Parce qu'il y a une confiance de la municipalité, il y a une confiance parce qu'il y a une politique sociale qui est très présente dès le démarrage, parce qu'on les marque à la culotte, les jeunes, on leur donne des perspectives. Donc là, on me demande de réfléchir sur le territoire de Stein, sur comment reconquérir les territoires un petit peu perdus à travers l'entrepreneuriat. Donc et puis il y a des personnes qui sont vraiment attachées à leur territoire, donc qui veulent faire en sorte qui vont être un peu des leaders et qui vont créer cette mobilisation autour de tout ça. Mais d'un point de vue grand compte, la mobilisation est vraiment du fait de la curiosité et de la valorisation de son savoir-faire. Merci beaucoup. Alors, on a dit solidarité des territoires. Là, cet exemple-là, il est très puissant. Un territoire n'égale pas un autre. Et en particulier, quand on regarde les engagements et autres, il y a des questions historiques, il y a des questions anthropologiques, c'est de la sociologie aussi, mais c'est en effet très intéressant. Et parfois, Geneviève, je pense que vous ne me contredirez pas, peut-être parfois à 5 km d'écart, pas dans le même canton et autres, on a des différences énormes. Alors c'est parfois historique parce qu'il y a quelqu'un, une femme, un homme qui porte ça depuis des années. D'ailleurs, parfois quand cette personne-là n'est plus là, on voit que les choses s'éteignent, ou parce qu'il y a un effet d'émulation, ou parce qu'il y a historiquement, mais parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années, un lieu où il y a eu un patronage, où il y a eu une organisation, où il y a eu des choses comme ça. C'est vrai que c'est important aussi de rappeler ça. Encore une fois, à 5 km d'écart et parfois à 500 mètres d'écart, on peut déjà avoir des différences de ce type-là. Tout à fait, donc c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est la diversité aussi qui génère l'innovation, qui génère l'action. La complexité que nous avons quand on est une élue comme moi, c'est du juste équilibre qu'il faut trouver entre les territoires pour pas qu'il y ait un territoire qui soit plus ou moins accompagné qu'un autre. Donc voilà. Mais moi, je fais vraiment confiance au territoire. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on passe comme message à nos dirigeants. Mais même si, voilà, je ne suis pas là, je ne critique pas ou je n'apporte pas de sentiments personnels et ni politiques, mais je pense que la confiance au territoire, elle est essentielle pour mener les politiques publiques aussi. Ça ne peut pas être sans les territoires. Et donc, j'attends beaucoup des futures lois qui arrivent. C'est le grand âge d'autonomie, bien évidemment, mais la loi 4D peut-être aussi. Enfin, cette notion de territoire, il faut qu'elle soit perceptible par les habitants eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit visible. Parce que sinon, vous aurez toujours des personnes qui vous diront « oui, non, mais j'ai rien compris » ou « je ne sais pas où aller », etc. Mais la dynamique territoriale, elle doit être portée par des collectivités territoriales, mais par les communes, par les EPCI, etc. Mais elle doit être aussi portée par les habitants de ces territoires. Et c'est comme ça qu'il faut aussi travailler, c'est-à-dire comment on va se faire exprimer la volonté ou le besoin de l'habitant lui-même. Alors c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, je n'ai pas forcément trouvé la solution, mais je pense que quand on est ancré dans les territoires, on est
plus en capacité de trouver les bonnes réponses. Quand je dis ça, je sais très bien qu'il faut une administration, une technocratie, voilà, des pouvoirs publics XXL, mais en même temps, attention à ne pas perdre de vue les territoires et la façon dont ils sont en capacité de proposer leur propre accompagnement et de le partager. C'est pas faire du copier-coller, mais c'est adapter d'une bonne pratique à un autre territoire. Comment ça, on le partage? Oui, c'est souvent d'ailleurs, il y a une tentation de réinventer 10 000 fois l'eau chaude, avec à chaque fois des subventions d'ailleurs, ce qui finit par faire aussi une déperdition d'argent public et de temps assez impressionnant. Un des mots que vous avez tous utilisé aussi, c'est la notion justement de confiance. Je devrais dire même de confiance réciproque. Confiance dans les uns, dans les autres, et on sait qu'on est plutôt aujourd'hui dans le pays France, plutôt en défiance réciproque. Donc ça fait aussi partie, et c'est sans doute plus on est en proximité, ça se voit là dans un certain nombre de travaux sociologiques ou autres, plus je suis en proximité, plus d'une certaine manière je construis ma confiance, parce que tout simplement la personne qui est en face, d'une certaine manière je la touche, je la sens, je la comprends, et elle me comprend, et on se parle un peu un même langage. Donc il y a aussi cette problématique-là très forte de pouvoir être capable d'entraîner justement sur un territoire. Alors il y avait Émilien Lemarquis qui faisait une remarque en disant, il parlait de volonté d'indépendance, d'autonomie et de s'affranchir d'un supérieur hiérarchique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, on terminera là-dessus, où les gens quand ils s'engagent, c'est aussi peut-être pour retrouver une forme d'autonomie, pour retrouver une capacité d'agir de leur propre chef. Là, je vais peut-être partager mon expérience sur les entrepreneurs. Comme je le disais tout à l'heure, on a des entrepreneurs qui sont très diplômés et généralement, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on avait fait une étude avec OpinionWay il y a quelques années, et Terra Nova, où grosso modo, je crois que c'est 80% des entrepreneurs qui créent dans le quartier sont en activité au moment de créer leur entreprise. Donc ils ont déjà une situation professionnelle, ce ne sont pas des chômeurs créateurs. Et 50% d'entre eux créent dans le même secteur d'activité dans lequel ils étaient salariés. Et donc, quand on creuse un petit peu sur les motivations, c'est pas forcément s'affranchir d'un supérieur hiérarchique, mais c'est le sentiment qu'on a atteint son maximum, qu'on est capé au sein de l'entreprise qui vous emploie et qu'on n'arrivera pas à accéder à plus de responsabilités. Donc, on sort de cette entreprise et on s'émancipe en créant son activité. Et c'est une motivation qui est très très forte dans les quartiers prioritaires, la notion d'émancipation qui finalement qui résonne en écho avec ce désir de participer au développement économique du territoire. Émanciper le territoire en même temps qu'on s'émancipe soi-même. Jolie formule. Bah, je vous propose qu'on reste sur cette notion. C'est une très belle notion, la notion d'émancipation. Elle a été portée, alors évidemment, par Marx et quelques autres, mais elle reste. Comment je m'émancipe, comment je construis mon propre projet, mais avec les autres, pas contre les autres, mais bien avec les autres. Et tout ce dont on a parlé de ces solidarités, de ces territoires, c'était autour de ça. Et tout ce dont on a parlé depuis ce matin, ça tourne autour de ces problématiques-là. Je vous applaudis, on vous remercie tous les trois. On se retrouvera dans d'autres aventures. Et